Bonjour, nous sommes Flavie Olivier et Rosalie Marin et nous vous présentons aujourd'hui dans le cadre de notre Master 2 Psychologie clinique, vulnérabilité et développement du psychotraumatisme à l'Université Côte d'Azur, un court module de prévention du psychotraumatisme à destination des futurs travailleurs de l'humanitaire. Le présent travail se déroulant dans un cadre universitaire, nous devons en évaluer l'impact. Pour ce faire, nous avons besoin de votre aide et nous vous demandons donc de mettre la vidéo en pause et de prendre 2 minutes pour remplir le premier questionnaire dont vous trouverez le lien dans la description de la vidéo. Merci. Le but de cette formation aujourd'hui n'est pas de vous former à repérer le traumatisme chez les personnes que vous allez rencontrer, mais bien de vous sensibiliser au traumatisme auquel vous, en tant que travailleur humanitaire, allez être possiblement confronté. Nous aborderons donc dans un premier temps les différents types de traumatismes qui peuvent survenir sur le terrain chez les travailleurs humanitaires, puis les différents symptômes qui peuvent apparaître suite à la confrontation à un événement traumatique, des techniques simples d'apaisement que vous pourrez utiliser sur le terrain, et enfin, à qui faire appel et quand consulter un professionnel. Le premier type de traumatisme auquel vous pourrez être confronté sur le terrain, c'est le traumatisme direct, c'est-à-dire une confrontation directe avec un événement menaçant votre vie ou celle d'autrui. Cela peut vous arriver si vous êtes victime d'une attaque, d'un accident de voiture, d'une agression par exemple, ou si vous en êtes témoin. Mais aussi, et c'est moins connu, si vous apprenez qu'un tel événement est arrivé à une personne qui vous est proche. C'est le type de traumatisme le plus connu et le plus facilement identifiable quand on le subit. Le traumatisme vicariant, que certains appellent aussi traumatisme secondaire, c'est un traumatisme qui survient chez nous comme par contamination quand on travaille avec des personnes qui ont vécu des traumatismes, et ce sera votre cas sur le terrain. On est traumatisé par le récit du traumatisme de la personne qui nous le raconte. Quand on accueille des populations démunies, on va mobiliser toutes nos capacités d'empathie pour pouvoir les comprendre, les écouter, les accompagner. Et en même temps, on va veiller à maintenir une certaine distance professionnelle pour être en mesure de se mettre à leur place, de comprendre leur vécu, tout en gardant en tête que nous ne sommes pas eux, que nous les rencontrons dans le cadre d'une mission, d'un travail. Cette distance professionnelle, c'est un mécanisme de protection. Mais parfois, elle est plus difficile à maintenir et on risque de s'identifier à la personne que l'on prend en charge. Souvent, c'est parce que quelque chose en elle résonne avec notre histoire personnelle. Quelque chose que l'on a vécu, son âge, le fait que ses enfants aient le même âge que les nôtres, un parcours de vie un petit peu similaire. Le traumatisme vicariant, il apparaît quand on commence à imaginer comment nous, on aurait réagi si l'événement traumatique que cette personne nous raconte nous était arrivé. Une autre possibilité, c'est quand on s'engage plus intensément avec certaines personnes que l'on prend en charge parce qu'elles nous touchent particulièrement. Et on va alors chercher à déplacer des montagnes pour la sauver, pour lui proposer des solutions. Attention, le risque de traumatisme vicariant est aussi important dans ce cas-là. Très rapidement, le fait de vivre et travailler au même endroit en mission vous mettra à risque de burn-out. La différence avec le traumatisme, c'est que dans le burn-out, ce qui va prédominer, c'est l'épuisement émotionnel lié au travail et la sensation de recevoir les gens de manière automatique, comme un robot dépourvu d'empathie. Les symptômes du burn-out, rappelez-vous qu'ils apparaissent progressivement, là où les symptômes du traumatisme, que l'on va voir dans la partie suivante, surviennent soudainement du jour au lendemain. Si vous ressentez des symptômes d'épuisement, sachez que vos réactions sont légitimes au vu du contexte dans lequel vous travaillez. Alertez votre chef de mission ou le siège de l'ONG qui vous emploie.
Suite à un traumatisme, vous pouvez vous sentir du jour au lendemain irritable, sur les nerfs, à fleur de peau. Vous pouvez vous mettre en colère et avoir la sensation de démarrer au quart de tour. Un des principaux symptômes, ce sont les troubles du sommeil, que ce soit des difficultés à s'endormir ou des réveils en pleine nuit. Suite à un traumatisme, on peut aussi perdre l'appétit. On peut avoir de grandes difficultés à se concentrer, notamment au travail. Suite à un traumatisme, on peut se sentir triste, on peut pleurer et on peut avoir la sensation de ne plus avoir envie de rien faire, y compris des choses qui nous étaient très agréables. On peut avoir envie de rester seul alors qu'habituellement on est une personne très sociable. On peut ne plus avoir envie de sortir, de faire du sport. On va remarquer comme ça un changement assez brutal dans nos habitudes quotidiennes. Soudainement, on va se sentir hyper vigilant. On va être sur nos gardes en permanence, comme en état d'alerte. On va vérifier son environnement, on va sursauter au moindre bruit. Ça, c'est un signe très caractéristique du traumatisme. On va avoir l'impression que l'événement tourne en boucle dans notre tête. Il va pouvoir revenir avec des images qui surviennent soudainement, qu'on appelle des flashbacks. On va pouvoir revivre l'événement dans des cauchemars aussi la nuit. Et puis la journée, on va avoir la sensation de tout faire pour ne pas y penser, ne pas en parler. Et on peut aussi ressentir la sensation d'être comme complètement détaché de la situation, comme si tout était irréel. Toutes ces réactions que nous venons de voir ensemble, ce sont des réactions de stress. Elles sont parfaitement normales et adaptées face à un événement traumatique. En général, elles sont transitoires, ce qui veut dire que, au-delà de quelques jours, elles peuvent potentiellement se résorber par elles-mêmes. Cependant, à retenir, si vous ressentez une gêne au quotidien en lien avec ces symptômes, ou si il persiste dans le temps et que vous sentez que ça vous impacte dans votre fonctionnement habituel, il faut consulter. À retenir aussi qu'il n'est pas nécessaire de ressentir la totalité de ces symptômes pour consulter. Il suffit d'en ressentir certains, des troubles du sommeil, de l'hypervigilance, quelques-uns. Cette première partie de la sensibilisation consistait à évoquer ce que pourrait engendrer ce à quoi vous pourriez être exposé. Les symptômes évoqués sont de réels signaux d'alerte à prendre en compte pour mettre en place des stratégies de régulation émotionnelle et notamment pour solliciter l'aide d'un professionnel. La deuxième partie du module consiste à vous expliquer un exemple de technique de régulation émotionnelle. Afin de faire face à ces situations de stress intenses, mais aussi pour vous au quotidien, on a choisi de vous présenter un outil de gestion émotionnelle qui s'appelle la cohérence cardiaque. Pourquoi on choisit de vous parler de respiration? Parce que c'est ce qui va nous permettre d'agir sur la variabilité cardiaque. La variabilité cardiaque, c'est la première partie du graphique que vous voyez devant, donc c'est le truc un peu chaotique, qui représente les ralentissements et les accélérations du cœur. Ces accélérations et ralentissements sont permanents. C'est une variation qui permet au cœur de s'adapter et donc de réagir au mieux face à des situations qu'on peut vivre au quotidien. C'est d'ailleurs un signe de bonne santé. La variabilité cardiaque, elle se synchronise avec la respiration. Et la synchronisation des deux permet d'obtenir une courbe de cohérence cardiaque, donc c'est la deuxième partie du graphique que vous voyez là. Le contrôle de la respiration permet d'avoir en fait un contrôle sur un fonctionnement qui est automatique. Et donc ça permet de réguler les accélérations ou les ralentissements du cœur de manière contrôlée et conscientisée. L'inspiration va permettre d'activer le système nerveux sympathique, ce qui va accélérer le cœur,
et l'expiration va activer le système nerveux parasympathique et donc ralentir le cœur. Concrètement, au quotidien, la cohérence cardiaque, ça se résume par le 3-6-5. 3 pour 3 fois par jour. Une fois le matin quand on s'est levé mais avant de prendre son petit déjeuner, une fois avant le repas du midi et une fois à la fin de l'après-midi, à la transition vers le début de soirée. Et pourquoi ces 3 moments-là? Parce que le matin et avant le repas du midi, ce sont 2 moments particuliers où il y a un pic de cortisol, qui est une hormone qui est à l'origine du stress. Et en fin d'après-midi pour avoir un effet sur la soirée et faciliter le sommeil par la suite. Si la journée est plus longue, vous pouvez également faire une 4e séance en fin de journée avant de vous coucher pour avoir un effet bénéfique à ce moment-là également. Ensuite, 6 pour 6 respirations par minute. Ça correspond à 6 cycles par minute de respiration, sachant qu'une respiration, c'est une inspiration plus une expiration. Pour compter, ça consiste à j'inspire, j'expire et je compte. 1. J'inspire, j'expire et je compte. 2. Et au fur et à mesure comme ça. L'inspiration dure 5 secondes, elle se fait par le nez. Et l'expiration dure 5 secondes, elle se fait par la bouche. Par la bouche, c'est comme si vous faisiez des bulles avec une paille, donc c'est-à-dire très léger. Ça peut se faire assis ou debout. Le tout est de se tenir droit, de se grandir. C'est un exercice qui est actif. C'est un acte volontaire, on agit sur notre système nerveux. Si possible dans un environnement calme et confortable où on sait qu'on ne va pas être dérangé, avec une possibilité par exemple de ritualiser un peu le lieu ou le moment où vous faites cet exercice. Et enfin, pendant 5 minutes, c'est-à-dire que vous mettez un minuteur par exemple sur votre téléphone et ça vous évite de devoir regarder l'heure toutes les 2 minutes. Donc vous mettez un minuteur de 5 minutes et à la fin, normalement, vous aurez 30 respirations au total. En pratique, pour apprendre à faire la cohérence cardiaque, vous pouvez utiliser une feuille et un crayon en utilisant ce qu'on appelle une méthode dessiner les vagues. C'est-à-dire que vous allez synchroniser les mouvements de votre crayon avec les mouvements de votre cage thoracique. À chaque aspiration, le crayon monte et il descend à chaque expiration, comme sur le graphique que vous voyez ici. Vous pouvez par exemple fermer les yeux et laisser votre main aller monter et descendre au fur et à mesure de vos inspirations et expirations. À la fin des 5 minutes, vous pouvez compter le nombre de respirations grâce au nombre de vagues que vous aurez fait et ainsi ajuster par la suite votre rythme pour atteindre au final 30 respirations en 5 minutes. Si pendant l'exercice vous avez des pensées intrusives, vous pouvez les reconnaître, donc les accepter, les identifier et les laisser filer. Si elles perdurent, vous vous levez, vous marchez, vous reprenez, puis vous vous rasseyez et vous reprenez l'exercice pour 5 minutes. Les effets bénéfiques de la cohérence cardiaque commencent dans les 7 à 10 jours après avoir commencé cette pratique régulière. Et j'insiste sur le régulière parce que c'est vraiment ça qui va vous permettre d'avoir des résultats efficaces. Quels sont les effets attendus de cet exercice de respiration? Alors d'abord une baisse du cortisol qui est l'hormone sécrétée pendant le stress. Ensuite une baisse de l'hypertension artérielle. Une participation à améliorer la défense immunitaire. Ça a également un effet sur la dopamine et la sérotonine, qui sont les 2 hormones du plaisir et de la récompense, ce qui permet à long terme de prévenir la dépression et l'anxiété. Ça permet également une meilleure récupération après un effort sportif et également une amélioration de la concentration et de la mémorisation et une baisse des troubles de l'attention et de l'hyperactivité. Ces effets sont des effets cumulatifs, c'est-à-dire que l'on les obtient à long terme avec la pratique de la cohérence cardiaque. Néanmoins, il peut y avoir aussi des effets à très court terme de l'exercice. Grâce à une pratique régulière de la cohérence cardiaque avec le 3-6-5 qu'on a vu avant, vous pourrez, en cas d'urgence émotionnelle, faire le 1-6-1. Une urgence émotionnelle, j'entends par là
juste après une émotion vive, par exemple, ou avant une situation que vous savez par avance qu'il sera difficile à gérer et que vous serez potentiellement en difficulté. Donc le 1-6-1, c'est une fois, 6 respirations pendant 1 minute. C'est utilisable vraiment en cas d'urgence et si vous vous êtes déjà entraîné au quotidien par le avant avec le 3-6-5. On garde toujours 6 respirations par minute, c'est-à-dire une inspiration de 5 secondes et une expiration de 5 secondes également, assis ou debout. Vous avez plusieurs outils à votre disposition pour pratiquer la cohérence cardiaque au quotidien et notamment pour vous aider au début pour ajuster la respiration. Il y a 2 applications qui sont connues, c'est Respirelax ou Respirotech et vous trouverez dans la légende de la vidéo les liens vers soit le Google Store ou Apple Store pour pouvoir les télécharger. On vous mettra également les deux vidéos qui permettent un support pour la cohérence cardiaque. Pour résumer cette sensibilisation qu'on souhaitait vous apporter sur à quoi vous pouvez être confronté et ce que ça peut avoir comme conséquence, voici quelques graphiques qui résument un peu ce que vous pouvez faire activement dans ce genre de situation. Alors déjà, en cas d'exposition à un événement difficile, vous pouvez pratiquer la cohérence cardiaque. Pour rappel, il y a 2 applications possibles, notamment Respirelax ou Respirotech, dont vous avez les liens dans la légende de la vidéo. Ensuite, ne restez pas seul, entourez-vous et n'hésitez pas à en parler autour de vous. Il ne s'agit pas que l'événement que vous avez vécu devienne un tabou. Au contraire, en parler, ça facilite à exprimer ses émotions et ses ressentis. Également, dans le mois qui suit l'exposition à un événement difficile, limitez votre consommation d'alcool et de drogue, car ce sont des substances qui vont venir altérer la mémoire, alors que c'est justement un travail de mémoire que votre cerveau essaye de faire pour digérer l'événement difficile que vous avez pu vivre. Pour résumer, les symptômes qui doivent vous alerter sont, par exemple, des flashbacks ou des images intrusives d'événements difficiles que vous avez pu vivre qui reviennent en pleine journée de manière envahissante, des troubles du sommeil qui peuvent se traduire par des difficultés d'endormissement, des cauchemars, un état d'alerte alors qu'il n'y a pas de danger imminent, des tentatives d'éviter tout ce qui a lien aux événements, donc par exemple éviter les pensées liées à cet événement, les lieux liés à l'événement ou des personnes qui étaient présentes lors d'un événement stressant, la difficulté à vous concentrer, de l'irritabilité voire de la colère, la tristesse avec par exemple une perte d'envie de faire des choses qui habituellement étaient plaisantes, la sensation d'être détaché des autres et du monde. Il est à noter que tous les symptômes n'ont pas besoin d'être présents pour consulter. Seuls quelques-uns peuvent être le signe qu'il est nécessaire de consulter un professionnel. Si l'ensemble de ces symptômes évoqués juste avant persistent au-delà de 2 semaines après l'exposition à un événement très stressant ou très difficile, vous pouvez contacter ou solliciter votre coordinateur de mission sur le terrain, le siège de l'ONG pour laquelle vous travaillez, un psychologue du siège de l'ONG, mais également 2 numéros, alors un depuis la France et un depuis l'étranger qui sont des numéros d'aide aux victimes, le 11 60 06 pour la France ou depuis l'étranger le 00 33 1 80 52 33 76. N'hésitez surtout pas à solliciter ces acteurs qui sont présents pour vous accompagner face à des situations difficiles. Ce projet de sensibilisation s'inscrit pour nous dans un cadre universitaire et nous insistons à nouveau sur la nécessité de remplir le questionnaire que vous trouverez dans la description de la vidéo. Vous pouvez à présent prendre 2 minutes en mettant la présente vidéo sur pause pour aller le remplir. Nous arrivons à la fin de cette sensibilisation. Nous vous remercions grandement pour votre attention et espérons que cela vous sera utile au quotidien dans vos futurs projets professionnels. Vous trouverez sur cette diapositive nos 2 adresses mail universitaires si vous avez des questions supplémentaires en lien avec cette sensibilisation.